Salam alaikum. Bonjour monsieur, ça va? J'espère que vous êtes ça va. Et voilà, donc on va commencer notre formation. Et j'espère que cette formation sera satisfaite pour vous. Alors voilà, premièrement, je vous donne le programme de formation. On va travailler sur plusieurs modules, euh, précisément sur trois modules. Chaque module il a pour objectif pour euh, vous donne les notions, vous donne les techniques et les paramètres pour que faire les calculs facilement concernant l'assainissement. Alors pour l'assainissement, euh, il y a trois types d'assainissement. Le, le premier, c'est l'assainissement d'intérieur et l'assainissement d'extérieur. Alors, pour l'assainissement d'extérieur, il a pour objectif de collecter l'eau vers une station de traitement et faire le traitement de l'eau avant de le rejeter dans le milieu naturel. Et donc, il y a aussi l'assainissement d'intérieur, c'est la plomberie. Dans ce type, on va travailler sur le dimensionnement des réseaux d'assainissement euh, qui se trouvent dans l'intérieur de la bâtiment, comme les siphons, comme les tuyauteries, comme les réseaux pour l'évacuation de l'eau usée dans l'intérieur du bâtiment. Et la troisième module, c'est l'eau potable. Alors, pour travailler sur ce module-là, on doit faire quelques calculs pour estimer le débit nécessaire pour l'eau potable. Et après, on va travailler sur le logiciel Epanit. Ce logiciel il est très important dans l'assainissement et pratiquement dans l'eau potable. Alors voilà, notre formation va s'adapter ou bien euh, se baser sur trois modules. Le premier module suit l'assainissement de l'extérieur et l'assainissement d'intérieur et l'eau potable. Alors voilà, j'espère que maintenant vous êtes capable de citer la différence entre les trois types d'assainissement. L'assainissement d'extérieur, il y a deux types, l'eau potable et l'évacuation d'eau usée. Et l'assainissement d'intérieur, c'est la plomberie et il a pour objectif de dimensionner les tuyauteries et les réseaux d'assainissement qui se trouvent dans l'intérieur du bâtiment. Alors voilà, on va commencer Inch'Allah dans la première module et voilà la présentation de module. Alors, euh, on va travailler sur quatre chapitres. Le chapitre numéro A, ou bien chapitre A, connaître le cycle de l'eau et le principe de fonctionnement des différents équipements. Et dans ce chapitre-là, on va travailler sur les différents types de captage, les principes de fonctionnement de la station de traitement de l'eau potable et les différents types de stockage de l'eau potable. Dans le chapitre numéro 2, B, on va travailler sur connaître les réseaux d'assainissement. Il y a trois chapitres. Définition de l'assainissement, fonction des différents équipements et dernièrement détermination des débits et des diamètres. Très important ce chapitre-là. Pour chapitre numéro 6, connaître les réseaux de canalisation sèche. Par exemple, les réseaux d'électricité et le réseau de télécommunications. Ce chapitre-là, connaître les voies d'accès, définition d'une chaussée, structure d'une chaussée, c'est un petit chapitre concernant des connaissances générales pour les routes, mais euh, on se base, on se base sur les trois chapitres précédents, A et B. Alors, voilà. On va commencer la formation. Je vous envoie ce fichier sur votre email pour que vous êtes capable de me suivre la formation facilement. Alors, A, connaître le cycle de l'eau et le principe de fonctionnement des différents équipements, généralité. L'eau constituée
d'un bien essentiel, ce liquide incolore, inodore et transparent ont multiples propriétés physiques, jouant en effet un rôle primordial important dans la vie de tous les jours, utilisé à des fins domestiques pour l'alimentation et l'hygiène. Le constitue aussi un ressort dans la production industrielle. La consommation d'eau fait qu'on oublie la performance de cette matière première, portant encore aujourd'hui à plusieurs endroits dans le monde. Les gens doivent marcher plusieurs kilomètres, se procurer de l'eau potable. Alors, ce chapitre-là, il a pour objectif de vous donner quels sont les différents types de captage d'eau potable ou bien de l'eau. Alors, premièrement, désolé. Alors, premièrement, concernant les cycles de l'eau, voilà, je résume ce chapitre-là. Premièrement, il y a la précipitation. Euh, Après, l'eau se divise en trois types. Il y a l'eau d'infiltration. Donc, le sol, il va infiltrer l'eau à l'intérieur. Il y a aussi l'eau de ruissellement qui va, ou bien l'eau de surface qui reste au-dessus au-dessous de la terre, et aussi une quantité d'eau qui va évaporer, c'est l'eau de l'évaporation. Alors pour donner l'équation ou bien le bilan hydraulique, c'est la précipitation égale le ruissellement air plus l'évaporation plus l'infiltration. On vient ici les différents types de captage. L'aqueduc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'aqueduc? L'aqueduc, c'est un ensemble des réseaux qui se trouvent au-dessus, au-dessous de la terre. Ou bien, c'est un ensemble des réseaux souterrains. Alors, dans l'agglomération, l'eau est acheminée aux habitants par un système d'aqueduc, c'est-à-dire un réseau souterrain de tuyauterie qui distribue l'eau à partir d'une prise d'eau jusqu'à chaque bâtiment. Dans la plupart des cas, ce système d'aqueduc appartient à une municipalité. Un système d'aqueduc peut être alimenté par les eaux de surface, soit les eaux de lac, de rivière ou fleuve, ou par les eaux souterraines. Alors, captage d'une source. C'est une question très importante dans l'assainissement et surtout pour l'eau potable, c'est que quel est le point de captage ou bien euh, pour, pour, pour déterminer un captage d'eau ou bien d'une source. Alors les types, on a premièrement l'eau souterraine. Bien que l'eau souterraine ne soit pas toujours appropriée à l'approvisionnement en eau potable sans subir un traitement préalable, alors il faut faire un traitement préalable de l'eau souterraine avant de le distribuer vers les agglomérations. Il faut cependant considérer les points qui multiplient, euh, qui multiplient en faveur du choix de cette source d'eau. D'une part, on peut souligner que les réserves d'eau souterraines sont 10 fois plus importantes que les réserves d'eau de surface. Alors, ne n'oubliez pas que l'eau souterraine est très important que l'eau de surface. D'autre part, vous savez déjà que l'alimentation en eau provenant d'un point coûte beaucoup moins cher que celle provenant d'une usine de filtration. Alors il y a dans les pays qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas l'eau source ou bien l'eau souterraine insuffisant, pour les unes de filtration, c'est bien cher, très cher. Alors, il faut capter une source à son point d'émergence en prenant la précaution d'enlever tout ce qui se trouve près de cet emplacement. Un bassin de béton à fond ouvert d'une capacité de 450 litres par jour par personne, recouvert d'une couvercle étanche. Un tremplin
un drain de nettoyage et une ligne de distribution. Voilà l'aménagement de base requis pour le captage d'une source. Dans cette installation, le trop-plein est muni d'un grillage empêche l'entrée des insectes et de la vermine. Et un périmètre de protection de 30 mètres de rayon est laissé entièrement libre de toute source de contamination. Une clôture aussi érigée sur le pourtour des périmètres afin de prévenir le passage des animaux. Enfin, un fossé de dérivation creusé de 15 mètres à l'intérieur des périmètres empêche le captage des eaux de ruissellement. La figure numéro 2 montre une installation de captage, une source conforme aux normes et en matière. Voilà. C'est une installation de captage d'une source. Ici, vous remarquez un captage d'eau. C'est un captage d'eau souterrain. Et voilà le périmètre. Ici, il y a un grillage. Je zoome un peu. Voilà. Et ici, un grillage. Et ici, il y a une rivière ou bien une source de l'eau. Et ici, on peut faire ici une source de l'eau avec un trop-plein, avec une ligne de distribution et avec un drain de nettoyage. S'il vous plaît, faites des recherches sur Internet pour les sources ou bien pour les captages d'une source d'eau pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire un captage d'eau, qu'est-ce que ça veut dire un captage d'une source d'eau. Alors, un autre type, c'est les puits de surface. On peut faire une source d'eau souterraine, mais qu'on ne peut pas le faire, ou bien qu'on a la possibilité de faire un puits de surface. C'est un autre type. Alors, pour le puits de surface est généralement constitué de plusieurs tuyaux de béton dont le diamètre peut varier entre 90 et 120 cm. Ils sont superposés dans le sol à une profondeur telle que la nappe d'eau est atteinte et forme une réserve suffisante, soit 450 litres par jour par personne. La paroi ainsi que les joints des tuyaux doivent être parfaitement étanches jusqu'à une profondeur de 3 mètres par rapport à la surface du sol. Une attention toute particulière sera appropriée à l'étanchéité de la sortie de la conduite d'amener vers les bâtiments à desservir. Une partie de la paroi de puits doit dépasser le sol d'un mètre. Un remblai d'argile ou constitué d'un autre matériau imperméable est disposé sur le parcours du puits de manière à empêcher l'infiltration des eaux de ruissellement le long de la paroi du puits. Un couvercle étanche et sécuritaire, un module d'aménagement d'un puits de surface considéré acceptable. Alors voilà, c'est un aménagement d'un puits de surface. Il n'est pas très profond, alors ce n'est pas un puits souterrain, c'est un puits de surface. L'eau est très proche. Il se compose par les plateformes, par les parois étanches, les margules et le béton filtrant ou bien joint. Dernier type, c'est les puits tubulaires. En présence d'une surface rocailleuse ou d'une nappe d'eau souterrain profond, des équipements spécialisés de forage s'avèrent généralement nécessaires pour creuser un puits tubulaire ou artisanal. Les mêmes caractéristiques d'étanchéité propres aux puits de surface s'appliquent aux puits tubulaires. La paroi de ces puits généralement constituée d'un tuyau d'acier de 5 à 15 cm de diamètre peuvent résister aux contraintes du sol. Alors voilà, il se compose par les couvercles étanches, plateforme de béton en pente, rigole, béton jusqu'à 3 mètres, tuyau d'aspiration, tubage, crépin ou grillage de protection. C'est un puits tubulaire. Il est très profond et
Il se compose par les points de captage, les tuyaux d'aspiration et les plateformes. Alors, pour la mode de distribution, on va parler maintenant pour la distribution de l'eau potable vers les agglomérations. Comment on va distribuer l'eau potable d'une source vers les agglomérations? Alors, on a une source, soit un puits souterrain, soit un puits de surface, soit un puits tubulaire, et j'ai une source de l'eau et je veux le distribuer vers les agglomérations. Alors, selon la configuration des terrains d'une région, la distribution d'eau pour une agglomération se fera par gravité naturelle, par gravité artificielle ou sous pression. Alors, dans les régions montagneuses, la source d'eau et les usines de traitement seront de préférence à un niveau plus élevé que la ville, de façon à pouvoir faire la distribution par gravité naturelle, figure numéro 5, étant donné qu'une colonne d'eau de 1 mètre génère une pression de 9,8 kPa. Une dénivellation de 50 mètres engendre un point le plus bas, une pression de 490 kPa. Alors, c'est 9,8 kPa multiplié fois 50. Ça nous donne 490 kPa. Si la dénivellation est trop grande, il faudra prévoir une soupape de réduction de pression. La pression d'alimentation d'un bâtiment résidentiel se situe généralement aux alentours de 300 kPa. Voilà la figure. Alors, ici, j'ai une source d'eau et je l'amène, la source d'eau, vers une usine de traitement. C'est pour traiter l'eau avant de le rejeter dans le milieu naturel, et après je veux distribuer l'eau vers les agglomérations. Donc, j'utilise une pression pour distribuer l'eau vers les agglomérations, et pour cela, je calcule premièrement la dénivelée et je le multiplie fois 9,8. Alors, pour 1 mètre de dénivelé, je suis besoin de 9,8 kPa. Pour 50 mètres de dénivelé, j'ai fait 490 kPa. C'est très grand, alors je dois utiliser une soupape de réduction de pression. Alors, la pression d'alimentation d'un bâtiment résidentiel se situe généralement aux alentours de 300 kPa. Alors, si j'utilise plus de 300 kPa, je dois utiliser une soupape de réduction de pression. Pour les villes construites dans une vallée, on peut envisager une distribution par gravité artificielle ou sous pression. Alors, ici, on a la pente. Alors, puisqu'on a la pente, on n'a pas utilisé une soupape, une distribution d'eau artificielle ou par pression. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas avec la pente, alors on doit utiliser la pression ou bien une méthode artificielle. Pour les villes construites dans une vallée, on peut envisager une distribution par gravité artificielle ou sous pression, battue à l'aide de pompes. La distribution par gravité artificielle consiste à pomper l'eau dans un château d'eau afin de créer une pression par colonne d'eau. Comme vous pouvez le voir à la figure numéro 6, la hauteur du château d'eau détermine la pression d'eau disponible. Alors remarquez ici, j'ai ici l'eau source, soit puits souterrain, soit puits tubulaire, soit puits de surface, et je distribue l'eau de source vers une station de traitement pour traiter l'eau pour sera un eau potable, et après je distribue l'eau vers une station de pompage pour pomper l'eau vers un château d'eau, et le château d'eau
il me permet pour agglomérer l'eau d'une part et d'autre part pour utiliser la pente ou bien le sheet d'eau pour distribuer l'eau vers les agglomérations par la pente. Alors, on bénéficie par les châteaux plus élevés par le sheet d'eau. Et ça nous permet pour réduction ou bien pour éviter d'utiliser les pressions. Alors la qualité de l'eau peut varier. Les eaux sont en effet susceptibles de porter une contamination bactérienne ou chimique, peuvent avoir des consommateurs. C'est pourquoi ils doivent dans la plupart des réseaux de distribution d'eau subir un traitement le plus utilisé pour ou bien par les responsables de systèmes de distribution, même s'ils peuvent aussi avoir recours à d'autres procédés, comme la filtration, à l'ozonisation lors de la coloration, l'eau brute est aspirée à l'usine de traitement d'eau et les traitée, puis distribuée par l'intermédiaire des réseaux d'aqueduc. Il ne faut cependant pas oublier que le traitement d'eau brute est une opération très coûteuse. À titre indicatif, le figure numéro 7, le voilà, fournit de l'information en concentration captable aux effets des polluants présents dans l'eau. Alors, je vais vous envoyer après une fiche plus récente et plus détaillée que ça. Alors, les différents types de stockage d'eau potable, réservoir. Maintenant, on va, euh, on va travailler sur la partie pratique, c'est le logiciel Covadis. Alors, chaque séance se compose par deux parties. La partie théorique, elle a pour objectif pour vous donner une bagage concernant l'assainissement. Il a pour objectif pour vous donner les calculs théoriques. Il a pour objectif pour travailler théoriquement sur l'assainissement. Et l'autre partie pratique, on va travailler sur le logiciel pour faire du calcul ou bien pour l'Excel pour faire du calcul et pour maîtriser les deux parties ensemble, partie théorique et partie pratique de notre objectif, et c'est l'assainissement. Alors voilà, c'est Covadis. Alors premièrement, Covadis c'est un logiciel qui va être intégré dans le logiciel AutoCAD. Covadis c'est un logiciel très important dans le génie civil, soit pour les calculs d'assainissement, soit pour les calculs des routes, soit pour les calculs pour tous les projets linéaires, comme les voies ferrées, comme l'électricité, comme les travaux de terrassement. Alors il est très important. Quand je veux commencer dans Covadis, soit pour les calculs d'assainissement, soit pour les calculs des routes, soit pour d'autres calculs, première chose à faire, il faut importer le terrain. Alors comment je peux faire ça? Je viens ici pour Covadis 2D. Alors, je viens ici pour Covadis 2D et je viens ici pour les points topographiques. Et je clique sur chargement de semis. Cet icône-là, il me permet pour charger les points topographiques sur notre logiciel Covadis. Alors je fais un clic et je cherche ici par ce bouton-là le fichier ou bien mon fichier. Je viens sur mon dossier travail, je cherche le levé topographique fait par le topographe. Alors où est-il? Voilà, sur Kawi. Je fais un clic. Je vous envoie le fichier. Le fichier et je vous envoie aussi le fichier pour télécharger Covadis. Alors, je viens ici pour voir mon fichier. Mon fichier se compose par les stationnements, par les points. Alors ici c'est les points. Point 1, point 2, point 3. Ici c'est X pour chaque point. Ici Y pour chaque point.
ici Z pour chaque point. Alors ici, la matriculation X, Y et Z. Et je viens ici pour que je prépare la lecture. Alors, premièrement, j'ai le matricule, après j'ai X, après j'ai Y, après j'ai Z. Et pour le symbole, j'ai pas. Alors M, X, Y, Z. M le matricule, X les coordonnées X, Y, coordonnées Y et Z. Ici, le séparateur. Alors, quelle est la moins pour séparer le matricule par X? Et quelle est la moyenne utilisée pour séparer X par Y? Et quelle est la moyenne utilisée pour séparer Y par Z? Est-ce que j'utilise, par exemple, dièse, virgule, slash, plus, ou bien j'utilise un espace? Oui, moi, pratiquement, j'utilise un espace pour séparer entre chacun. Terminé. Et maintenant, je viens ici pour préparer le calque. Ici, pour préparer le calque. Alors, je mets le calque de l'écriture au nom d'un bloc TC point. Voilà le calque, c'est Topogis. Voilà le calque, Topogis. Et c'est pour le matricule, M par exemple. Le texte, c'est standard, bas à gauche. Le couleur ou bien la couleur cyan. Et c'est l'altitude, Z, standard. La couleur, c'est le vert. Et pour les symboles, pratiquement, j'ai pas de code symbole dans mon dessin. Alors, il est désactivé. Terminé. Et c'est, je règle cette partie-là. Le nombre de décimales, pratiquement, je veux utiliser 2. Insérer les points pour Z égale 0. Est-ce que dans mon fichier, j'ai des points topographiques en Z égale 0? Si oui, est-ce que je peux l'insérer ces points ou bien non? Si oui, est-ce que je peux mettre en attribut pour Z égale 0? Je peux ajouter quelque chose à ces points-là. Pratiquement, je ne veux pas les points qui n'ont pas de Z. Moi, je travaille en 3D avec des points levés. Alors, ici, insérer le semis de points. Est-ce que je peux donner les points à Covadis 2D ou bien 3D? Ou bien, est-ce que je peux implanter les points en 2D ou bien je veux implanter les points en 3D? Pratiquement, moi, je veux implanter les points en 3D, X, Y et Z. Alors, c'est oui. Et voilà, maintenant, j'ai les points topographiques sur Covadis. Je fais un zoom ici, je trouve le matricule, c'est 48 avec sa couleur cyan, et j'ai le Z, c'est 487,25 avec un couleur V, et si j'ai un point. Si je fais un clic droit, propriété, et je trouve ici la géométrie X, Y, Z. Alors voilà X, voilà Y, et Z c'est le même, c'est 486,27. Et pour l'échelle, pour l'escale ou bien l'échelle, c'est 1. Alors pratiquement c'est bien. Alors voilà, je ne veux pas avancer dans le logiciel Covadis quand vous pouvez l'installer. Alors je vous envoie le vidéo, plus le fiche, plus le cours, et je vous envoie Inch'Allah des liens pour télécharger le Covadis 13 avec l'AutoCAD. Alors c'est facile pour l'installer. Premièrement, installer l'AutoCAD 2013 et après installer Covadis. Alors je vous envoie les données et après je vais préparer une vidéo pour comment installer l'AutoCAD et comment installer Covadis 13. Merci. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses à traiter, je suis disponible pour vous. Je suis prêt pour, pour répondre à vos questions. Et aussi, je veux travailler avec vous et pour arriver à les objectifs traités, c'est de maîtriser ce métier-là
et surtout l'étude ou bien les calculs concernant l'assainissement. Et merci.